J'espère que je vais pouvoir, vous aid je vais pouvoir du coup vous inculquer un peu cette notion et que vous en retiendrez, les éléments, essentiels et donc avant de commencer donc c'est vrai qu'en épidémiologie, on a souvent, l'habitude de dire que la corrélation, n'est pas causalité, donc c'est toujours assez vrai, surtout quand on compare et évidemment, c'est applicable, à, à l'évaluation, de l'espérance de vie et notamment, sur ces 3 affirmations, les évêques, vivent plus longtemps que les curés, les juges vivent, plus longtemps que les avocats ou les généraux vivent plus longtemps que les lieutenants. Donc je vous ferai pas l'affront de vous demander quel est le point commun entre ces 3 affirmations puisque vous vous doutez bien qu'il s'agit un peu d'immortalité, dans la comparaison et que c'est une mauvaise corrélation et que la causalité n'est pas forcément, vraie et donc elle est bien liée en fait à, une problématique autour de l'estimation de l'espérance de vie et notamment quand on essaye de qualifier en fait, des statuts par rapport à des personnes qui, sont après le début, du suivi et donc là, par exemple, la naissance. Donc c'est tout le défi du biais de temps immortel et c'est ce qui peut arriver aussi, chez, les professeurs qui pourraient vivre plus longtemps que les maîtres de conférences. Pour le cas, je serais assez intéressé de repasser devant le CNU, mais on verra si c'est vrai par ailleurs. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça a déjà été décrit, il y a très, très longtemps par un statisticien anglais, William Farr, dans les années, 1800 et qui avait montré en fait qu'on ne pouvait pas, comparer facilement justement, l'espérance de vie des personnes, notamment quand on s'intéresse à des critères de facteurs associés à l'espérance de vie qui, débutent après, la naissance et c'était notamment le cas des professions et c'était un peu lui qui avait décrit cette mauvaise comparaison qu'on pouvait faire par rapport à ces exemples-là. Et pourtant, du coup, il y a encore des exemples aujourd'hui de mauvaises comparaisons, d'expériences de vie et ça, c'est un article qui est souvent cité parce qu'il illustre assez bien le biais de temps immortel de façon, assez simple, qui avait été quand même publié dans, Annals of Internal Medicine, dans les années 2000 sur, le fait qu'un acteur qui obtient un Oscar, aurait une espérance de vie, allongée de quasiment 4 ans par rapport à des acteurs qui seraient, moins reconnus et qui, du coup, a été même, relayé, dans la presse, généraliste, alors que par des journalistes d'ailleurs assez reconnus dans le domaine scientifique, mais qui pour autant, sont, totalement biaisés. Et c'est ce qui avait été corrigé, quelques années plus tard par d'autres, auteurs et qui avait montré en fait qu'évidemment, le temps qu'on arrive à avoir, un Oscar, c'est du temps immortel et que la moyenne d'âge, donc c'est ce que vous pouvez voir, sur le graphique sur votre droite, hem, le nombre de, la moyenne d'âge en gros des acteurs qui deviennent oscarisés est aux alentours des, 35-40 ans et que forcément le temps d'arriver à ça, il y a déjà des acteurs qui ont pas eu d'Oscar qui sont décédés et du coup les acteurs qui obtiennent finalement un Oscar, eux, ne peuvent pas décéder jusqu'à arriver à cette moyenne d'âge. Ce qui fait qu'une fois qu'on tient compte de ce biais de temps immortel dans les analyses, on trouve plus un excédent, de survie, déjà significatif aux alentours des 4 ans, mais qui est presque plutôt autour d'une année supplémentaire et qui n'est pas, statistiquement, significatif et que donc il y a peut-être, encore un lien de causalité sur cette, affirmation, mais en tout cas, il est beaucoup plus minime, qu'attendu. Et donc forcément, en pharmacologie, on va avoir, ce biais de temps immortel qui va être présent quand on va vouloir comparer, l'espérance de vie de patients traités par des médicaments et c'est arrivé, forcément avec l'intérêt, des études observationnelles, notamment, pour améliorer un peu les connaissances autour, de l'efficacité des médicaments chroniques à long terme qu'on peut pas forcément voir, facilement dans des essais cliniques et pour le coup les études, plusieurs, études observationnelles peuvent être conduites des fois pour améliorer, cette recherche clinique et c'est là où il va falloir faire très attention, au piège méthodologique de la constitution de la population, d'études et notamment de la définition, des groupes, exposés, non exposés et pour éviter d'impacter en fait un avantage de survie à un des 2 groupes et ce qui a été, décrit initialement par Samy Suissa qui a du coup un peu intitulé ce biais-là et qui s'est beaucoup intéressé à cette thématique, du biais de temps immortel et qui a décrit ce biais, en 2003 sur un article qui avait étudié, les corticoïdes inhalés dans la BPCO. Donc
c'est ce dont on va parler aujourd'hui et c'est, vraiment un problème au niveau de la conception, méthodologique qu'il faut bien identifier au démarrage pour la conception d'une étude ou alors on verra après aussi dans les illustrations, comment est-ce qu'on peut le détecter dans des études qui ont déjà été, conduites. D'un point de vue, définition, de manière assez simple, la période de temps immortel, ça va être une période du suivi pendant laquelle l'événement ne peut pas survenir. Donc on parle d'immortalité, mais c'est, immortalité dans le sens événement, c'est pas forcément que le décès et ça peut être aussi, évidemment l'événement d'intérêt qu'on va, analyser dans une analyse de survie, de type, Kaplan-Meier ou Cox. Et donc par exemple sur, une représentation assez simple de 2 groupes exposés, non exposés qu'on peut avoir dans une, étude de pharmacoépidémiologie, on va, débuter le suivi, par, le diagnostic, par exemple, d'une maladie ou la sortie d'hospitalisation et on va, définir l'exposition après, ce début de suivi, pour pouvoir être rentré dans le groupe exposé et en fait, la période qui va être entre le début du suivi et le début de l'exposition va être immortelle du point de vue de l'événement pour ces patients-là, puisque on ne peut pas présenter, l'événement avant l'exposition, sinon on serait dans le groupe directement, non exposé. Et donc cette période-là va, donner un avantage de survie forcément au, groupe, exposé. Et on peut avoir 2 situations dans la conception méthodologique si on le fait, de manière, biaisée. Soit on va avoir une mauvaise classification de la période de temps immortelle, donc on classifiera à ce moment-là le biais dans les biais d'information, les biais de classification, où en fait ici dans l'exemple, la période 1 est considéré à tort comme exposé, puisqu'en fait le patient est exposé à partir du début de l'exposition et donc uniquement dans la période 2. Donc là, on considère que la période 1 est, du temps exposé alors que ce n'en est pas et donc ça va donner un avantage de survie, puisqu'il n'y a pas d'événement dans cette période 1. Donc la période 1 est classée à tort comme période exposée. Ou alors on pourrait aussi exclure cette période de temps immortel et là, à ce moment-là, ça devient un biais de sélection. C'est-à-dire qu'on va suivre uniquement les sujets exposés à partir du début d'exposition. Donc, a priori, le temps d'exposition, lui, sera correctement estimé. Mais par contre, les sujets non exposés, eux, ils vont avoir un début qui sera différent et qui correspondra, par exemple, au diagnostic. Et à ce moment-là, du coup, on va avoir un déséquilibre davantage de survie, toujours au bénéfice des sujets exposés. Et donc, la période 1 est exclue à tort de l'analyse. Donc c'est vraiment les 2 situations. Alors des fois, elles se combinent suivant comment est-ce qu'on définit, nos groupes et la façon de conduire l'étude et c'est les 2 situations, il faut être extrêmement vigilant. Donc je laisse la parole, à Sybille qui va nous présenter quelques exemples, appliqués. Donc moi, j'ai prévu de vous présenter 3 illustrations d'articles où on va retrouver ce biais de temps immortel. J'ai essayé de chercher des situations assez différentes pour voir que finalement, c'est pas toujours dans le schéma classique qu'on va retrouver ce biais, mais qu'il peut y avoir plusieurs situations. Donc la première illustration, qui est peut-être une des plus classiques, c'est un article qui a été publié en 2004 dans Diabetic Medicine donc c'est un article qui recherchait une association entre l'exposition aux statines et la prévention de la progression du diabète de type 2. Cette étude, elle a été réalisée sur une base de données de santé canadienne et donc selon un schéma cohorte avec une analyse de survie. Diapo suivante. Pour réaliser l'analyse de survie, le début du suivi, il était défini à la première prescription d'un médicament antidiabétique entre 1991 et 1996. La fin du suivi, c'était soit l'événement d'intérêt, donc ici la progression du diabète, soit les patients perdus de vue, le décès ou la fin de l'étude. Alors, l'exposition, elle était définie de 2 manières. Enfin, tout d'abord, il fallait que les patients soient donc des utilisateurs incidents de statine, donc qu'il n'ait pas d'antécédent d'exposition dans les 3 ans avant l'inclusion et dans les 6 mois qui suivaient la première prescription d'un médicament du diabète. Il fallait ensuite, pour qu'ils soient considérés comme exposés, qu'ils aient au minimum 1 an de prescription de statine. L'événement, on l'a vu, c'était la progression du diabète et elle était ici approximée par une instauration d'un traitement par insuline. L'analyse est donc une analyse de survie et le résultat principal, ils ont donc trouvé un hazard ratio ajusté de 0,74 avec un intervalle de confiance de 0,56 à 0,97.
Donc, si on essaye de représenter un peu pour s'y retrouver le schéma de l'étude, pour les patients exposés, on a vu donc que le début du suivi, il correspondait à la première prescription d'un médicament du diabète. Les patients ne devaient pas avoir de statine dans les 6 premiers mois de suivi. Ils pouvaient donc avoir une statine après ces 6 premiers mois. Et ensuite, il fallait qu'ils soient exposés pendant au moins 1 an pour faire donc partie de ce groupe exposé. La partie assurée en vert correspond donc à la période de prise effective du médicament. Dans la deuxième situation exposée ici, vous avez des patients qui ne bénéficient pas de 1 an de traitement par statine. Ils sont donc par définition non exposés. Ils ne peuvent pas appartenir au groupe des exposés puisqu'ils n'ont pas cette année de prescription de statine. Et pour le dernier groupe, c'est donc les patients qui n'ont jamais de statine qui seront donc dans le groupe non exposé. Pour la suite, alors je vais vous demander de participer un peu. Il y a tout au long de ces illustrations, il y aura 3 petites questions bouclables. Donc, si certains d'entre vous ont leur téléphone portable à proximité ou peuvent accéder à Internet, vous avez un petit quiz bouclable pour voir si vous arrivez bien à identifier les périodes de temps immortelles. Donc, dites-moi si vous arrivez à vous connecter ou si vous avez des difficultés. Sybille, tu as ouvert WooClap de ton côté? Oui, Parce que du coup, je pourrais pas partager, ouais. non. Mais S'il moi, y a là, besoin, tu me dis, je te laisserai là est-ce que vous arrivez partager ton à… Je écran. vois que quelqu'un a déjà participé. Alors, il peut y avoir plusieurs périodes, hein. Vous pouvez répondre, vous pouvez faire plusieurs clics sur le schéma. Alors, désolée, je sais que la qualité de l'image sur les téléphones n'est pas superbe. Mais… Pour faire plusieurs pour faire plusieurs sélections, il faut valider chaque réponse une à une. Alors, et je ne sais pas si vous voyez les réponses des autres ou vous avez que votre propre réponse. Je crois que je vais bientôt pouvoir afficher parce qu'il y a eu beaucoup de réponses. De toute façon, ça commence à saturer. Je sais pas. Alors, on voit pas les réponses des autres, hein. Et j'espère que tu vois pas les noms de ceux qui ont répondu, parce que Non, c'est j'ai peur de anonyme. m'être totalement planté. Alors, donc, si je mets… Alors, 60… Ah oui, donc il y a 63 résultats, mais donc on est combien connectés? Ah oui, c'est parce que vous pouvez répondre plusieurs fois. Donc, si je mets ça, vous avez la réponse, normalement, qui s'affiche. Non. Non. Elle s'affiche sur le en vert. téléphone, pas à l'écran, hein, c'est ça. Oui, Sur le téléphone, oui, ça marche. Sur le téléphone, ça marche. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de vos réponses. Bon, les réponses ont été… il y en a un peu partout, mais elles ont été quand même très concentrées sur les bonnes périodes. Donc, je vais reprendre par rapport aux diapositives. Merci, Julien. Donc, en fait, si on reprend notre schéma, effectivement, alors moi, je me suis attardée plutôt sur le groupe des exposés, mais effectivement, les réponses pour le groupe d'après étaient bonnes aussi. Les périodes de temps immortelles, ça va donc effectivement être les périodes où le patient ne peut pas être considéré comme exposé, où il va devoir survivre avant de pouvoir être considéré comme exposé. Alors, par contre, vous n'avez pas ma souris, je pense que c'est Julien qui… Merci. Donc là, en fait, donc dans le schéma, chez les exposés, les patients qui donc ont au moins 1 an de statine, vous avez la première période où le sujet il ne peut pas être exposé aux statines puisqu'il lui faut 6 mois de suivi sans statine pour pouvoir appartenir à ce groupe. La deuxième période, c'est donc le moment où le patient n'est pas encore traité par statine. Et la troisième période, c'est le moment où il est traité par statine, mais il n'est pas encore considéré, selon la définition de l'exposition qui a été définie dans la méthode, comme exposé puisqu'il n'a pas encore 1 an de statine complète. Donc, en fait, pendant ces 3 périodes, le sujet, il ne peut pas être exposé, il ne peut pas être considéré comme exposé à une statine, mais il doit survivre pendant toute cette période pour pouvoir un jour avoir la bonne définition de l'exposition à la statine. Donc, finalement, si on reprend le schéma, il faudrait que toute la première période en rose, c'est la période qui est considérée à tort comme exposée.
Et la période en bleu, finalement, est la période réellement exposée, qui devrait être réellement considérée comme exposée. Alors, pour le deuxième exemple, donc j'ai choisi de vous présenter une étude un peu différente. Alors, l'objectif principal de cette étude, c'était assez descriptif, c'était d'identifier des trajectoires de prescription les plus fréquentes dans la population danoise. Et nous, on va s'intéresser à l'objectif secondaire de cette étude, enfin, un des objectifs secondaires, qui était d'évaluer l'association entre le switch de médicaments du système rénine-angiotensine et la survenue du décès chez les patients. Cette étude, elle a été réalisée sur un registre danois de prescription et donc c'était une étude longitudinale de cohorte avec les différentes trajectoires de prescription. Si de la même manière, on refait le tour de la méthode pour l'analyse de survie, on avait ici un début de suivi à la première date de prescription d'un médicament du système rénine-angiotensine. L'événement, c'était ici le décès, et la fin de suivi pouvait être aussi donc la fin de l'étude. Pour l'exposition, il fallait que les patients aient au moins 2 prescriptions d'un médicament du système rénine-angiotensine et ils étaient ensuite distingués en plusieurs groupes. Les groupes des patients uniquement exposés aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les patients qui switchaient d'un IEC vers un antagoniste des récepteurs à l'angiotensine 2, les patients uniquement exposés aux ARA2 et inversement, les patients exposés d'abord aux ARA2 puis qui switchaient vers un IEC. Donc, l'événement, c'était le décès. Et là encore, ils ont réalisé une analyse de survie en fonction des trajectoires de... Non, Mathilde n'est pas là puisque le mercredi après-midi. Du coup, le téléphone est rebasculé sur moi. Quelqu'un qui a un micro ouvert, je pense. Donc, les résultats de cette étude, les principaux résultats en donnés dans cette courbe de survie. Donc, vous avez sur les 2 courbes du bas, la rouge et la verte, qui correspondent finalement aux patients qui n'ont pas de switch, et les courbes violettes et bleues qui sont les patients qui switchent soit de l'ARA2 vers l'IEC, soit l'inverse. Donc là, si vous revenez sur votre page Booklab, si vous ne l'avez pas fermée, je vois qu'il y en a qui répondent déjà, vous pouvez nous dire quelle est selon vous les courbes dont l'estimation est la plus biaisée. Sont les plus biaisés, enfin, sont biaisés tout court. C'est la même page Booklab si vous ne l'avez pas fermée. Alors, il y a environ la moitié des personnes qui ont répondu. Bon, alors, ça ralentit, donc on va afficher les réponses correctes. Donc, finalement, sur votre téléphone, là, vous voyez que les réponses correctes, c'était les réponses avec les groupes avec les switches. Donc, si on reprend le schéma sur le diapositive là, pour expliquer effectivement pourquoi ce sont les groupes qui ont le plus une estimation la plus biaisée. Donc, encore une fois, vous avez finalement 2 groupes de patients où vous débutez le suivi à la première prescription du médicament d'intérêt. Donc, si on prend les groupes IEC, par exemple. En revanche, le patient, il va être considéré comme exposé s'il a au moins 2 prescriptions du médicament et il va être considéré comme switcher si, donc, au bout d'un moment, il y a un switch du médicament vers, ici, l'IEC, vers l'ARA2, par exemple, pour le groupe du bas. Donc, encore une fois, vous avez ici des périodes de temps immortelles et ces périodes sont majoritairement présentes dans le groupe switcher. Alors, dans les 2 groupes, vous avez une petite période de temps immortel entre la première prescription du médicament IEC et la deuxième prescription. Après, comme elle va être dans les 2 groupes, pour une comparaison, c'est moins impactant, même si ça peut biaiser du coup l'estimation de la survie. Mais surtout, là, ce qui va être gênant, c'est la deuxième période de temps immortel dans le groupe des switchers, donc entre la deuxième prescription d'IEC et le switch,
C'est-à-dire que pour être considéré comme switcher, il faut que le patient survive jusqu'à la survenue de ce switch. Toute cette période en rose dans les deux groupes ici est donc les périodes qui sont considérées à tort comme exposées. Et encore une fois, les périodes en bleu sont les périodes qui sont réellement exposées selon la définition initialement donnée dans la méthode. Le dernier exemple que je voulais vous présenter, c'était ici un exemple dans le contexte de la grossesse. Donc, c'est un article qui a été publié en 2010 donc dans Birth Defect Research, dont l'objectif était d'étudier l'association entre l'exposition à un décongestionnant nasal et la naissance prématurée chez les enfants. La source de données, c'était une cohorte de mères qui ont donné naissance à des enfants non mal formés, et donc c'était un schéma, une étude de cohorte. De la même façon, vous avez ici dans cette étude un début du suivi qui correspond à la date du début de grossesse. La fin de suivi, c'était soit à la 37e semaine d'aménorrhée, soit la naissance de l'enfant avant cette 37e semaine aménorrhée, soit donc une naissance prématurée. L'exposition, c'était une utilisation d'un décongestionnant nasal et ils ont distingué une exposition en fonction des trimestres. Donc, soit au premier trimestre, soit au 2 ou au 3e trimestre, soit au premier et au 2e ou au 3e trimestre. L'événement, c'était donc une naissance avant la 37e semaine d'aménorrhée et ici aussi, c'était une analyse de survie. Les résultats étaient les suivants. Vous avez à droite du tableau, le Lazard ratio ajusté. Donc, chez les patientes qui étaient exposées au premier trimestre seulement ou au premier et au second ou au troisième, vous aviez un Lazard ratio à 0,72 non significatif. Et pour les patientes exposées uniquement au second ou au troisième trimestre, vous avez un Lazard ratio protecteur à 0,42 avec un intervalle de confiance de 0,21 à 0,84. Donc là, je vais vous demander une dernière fois de répondre à une question sur le bouclap. Alors, on va continuer. Donc, les résultats étaient que les résultats sont ininterprétables et qu'on peut utiliser donc, cet article pour allumer le barbecue. Bon, je suis désolée pour les nordistes, c'est que nous, on commence à faire bien beau chez nous, donc on a lancé la saison. Donc, pour illustrer ça, j'ai de nouveau réalisé un schéma de l'étude. Donc, vous voyez ici les deux groupes exposés ou non exposés. Donc là, si on prend l'exemple d'une exposition au 3e trimestre de grossesse, vous avez en fait donc toute la période entre le début du suivi, qui est le début de la grossesse, et la première prescription du décongestionnant au 3e trimestre, par exemple, qui est une période considérée à tort comme exposée, surtout une période de temps immortel. C'est-à-dire que pour être exposé au 3e trimestre, il faut avoir survécu jusque-là, c'est-à-dire ne pas avoir eu de naissance prématurée avant cette prescription-là. Donc, c'est pour cela que finalement, l'exposition au second ou au 3e trimestre de grossesse paraît protecteur par rapport au risque de naissance prématurée. Mais c'est effectivement, donc ici encore, un biais de temps immortel. Donc finalement, si on a un peu les points de vigilance à garder en tête, c'est finalement quand vous êtes face à une étude de cohorte avec une analyse de survie et que vous voyez un effet très protecteur dans le groupe exposé,
Il faut à ce moment-là que vous regardiez si le début du suivi est différent de l'exposition et si c'est le cas, il faut être très vigilant puisque c'est donc une source énorme de biais de temps immortel. Il faut vraiment, quand vous avez parfois dans certaines études, vous avez des protections, un groupe exposé qui a un hazard ratio avec un intervalle de confiance inférieur à 0,2. En fait, il faut vraiment se méfier. Ça se saurait quand même s'il y avait un médicament aussi magique. Donc, ayez ce réflexe-là de réfléchir au biais de temps immortel dans ces situations. Là, du coup, on vous a fait un peu une liste, une petite checklist des points à vérifier, dont certains points qui sont rediscutés avec Julien pour la suite. Donc, c'est tout d'abord vraiment vérifier si le statut de l'exposition, il est déterminé après le début de la période de suivi des sujets. Si le début du suivi des sujets de la cohorte il est différent selon les groupes de traitement comparés. Est-ce que les groupes de traitement sont identifiés hiérarchiquement? Donc là, comme le switch, pour être switcher, il faut d'abord être exposé au premier puis au second. Est-ce que des sujets sont exclus à partir des données d'exposition identifiées? Et encore, est-ce que l'analyse statistique a été réalisée de manière fixe dans le temps? Donc ça, je ne fais pas le teasing plus longtemps parce que c'est Julien qui va vous en parler. Merci beaucoup Sybille pour tous ces exemples et cette animation ou clapa. Donc oui, maintenant je vais terminer le topo par quelques solutions un peu pour prendre en compte ou éviter ce biais de temps immortel. Hem, dans Je dirais qu'en pharmacoépie, on va avoir 3 solutions. Alors il y en aurait peut-être d'autres, mais ça va être les 3 solutions, en tout cas les plus simples, à mettre en œuvre avec, surtout une solution, beaucoup plus efficace que les autres. Donc soit on essaye de recaler en fait, l'analyse de survie, on la garde à temps fixe et on la cale après, le début du temps immortel, qui est une des premières solutions. Soit on évite de faire un schéma de cohorte et à ce moment-là, on trouve un autre schéma d'étude qui pourrait répondre à la même question et on peut faire par exemple un cas témoin niché dans une cohorte. Donc ça nécessitera toujours, on va le voir, d'avoir une cohorte qui est quand même bien constituée au départ. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de schémas qui soient possibles à faire, sur ce type, d'exemple en pharmacoépie, parce que c'est souvent ces biais, ils surviennent souvent sur des analyses où on va vraiment avoir une exposition chronique, un événement qui va être, long dans le temps, et donc du coup les schémas, propres témoins sont en fait pas vraiment concurrents, ce qui répondent pas forcément à la problématique de l'étude qu'on souhaite mettre en place. Donc ce serait plutôt, je pencherais sur le cas témoin niché et sinon donc de faire un modèle de survie où en fait on va faire varier le statut de l'exposition au minimum, dans le temps, pour, corriger justement cette mauvaise classification, telle qu'on peut l'avoir. Donc je vais passer rapidement sur les 2 premiers pour m'attarder un peu plus, sur la dernière solution. Donc si on veut recaler en fait le début du suivi après, la période de temps immortel, donc on peut, continuer d'utiliser une analyse statistique avec un temps fixe, classique comme, les modèles de Kaplan-Meier et Cox, pour les modèles multivariés. Donc il va falloir en fait recaler le début du suivi. Alors pour le groupe exposé, c'est facile parce qu'on va pouvoir recaler le début du suivi au début de l'exposition. Par contre, dès qu'on va se comparer à des sujets non exposés, ça va être très difficile de recaler, le début du suivi à un début de non-exposition qui n'existe pas. Et donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre si on a un groupe comparatif, non exposé. Si on a un groupe comparatif, exposé à un autre médicament, c'est faisable à condition que le temps, immortel dans les 2 groupes soit à peu près comparable. Sinon, ça va forcément induire encore du biais derrière. Donc on va avoir deux grosses limites à cette solution-là. C'est que déjà, on va sélectionner des patients survivants. En fait, ils ont forcément, survécu à la première phase et on va, les analyser qu'à partir du moment où ils sont traités. Donc on va forcément, perdre certains patients et du coup, on va avoir une perte de représentativité qu'on n'aime pas trop en épidémiologie. Et du coup, la deuxième limite, la plus importante et c'est ce qui me fait souvent, plutôt, éliminer cette solution-là, je trouve, c'est que c'est très difficile en fait de déterminer, la fin de la période de temps immortel, pour les groupes comparateurs et que ça soit bien, comparable aux groupes, exposés qui nous intéressent. Pour, la deuxième solution qui était, le cas témoin niché, dans une cohorte, donc en fait on change,
le schéma d'étude et donc l'analyse statistique. C'est-à-dire qu'on va plus avoir une analyse qui va analyser du coup le temps. Donc on va faire une régression logistique comme dans n'importe quel cas témoin. Par contre, comme c'est réalisé au sein d'une cohorte, on va avoir une sélection des cas, qui va être du coup assez bonne. Des témoins comparables au même moment que les cas, sans qu'ils aient présenté, l'événement à la même date que le cas, donc c'est plutôt assez performant de ce niveau-là. Mais par contre, il faut faire quand même très attention à la constitution de la cohorte, initiale. Parce que si elle est mal construite, si elle déséquilibre déjà, au niveau de l'exposition par exemple, bah, on va avoir forcément toujours du biais de temps immortel dans, dans l'étude. Donc ça nécessite quand même de faire attention à cet aspect-là. Et d'un point de vue plus, réflexion, est-ce que c'est pas aussi plus compliqué à valoriser qu'en restant dans une analyse de cohorte où on choisirait du coup la dernière solution qui est une analyse, dépendante du temps? Je pense que ça peut être plus compliqué dans certains cas parce qu'on est encore dans des modalités de valorisation où on va préférer, des analyses de cohorte, où on va pouvoir faire, de la présentation, d'incidence, de comparaison d'incidence d'événements, chose qui dans le cas témoin niché dans une cohorte est plus compliqué à mettre en avant. Donc c'est aussi une solution que je laisserai de côté, par rapport à l'analyse dépendante du temps que je vais vous présenter maintenant. Et en fait, de manière, assez simple, hein, donc je suis pas un grand spécialiste de la statistique, mais je vais essayer de faire simple en quelques diapos, sur comment mettre en œuvre une analyse, dépendante du temps. Donc les modèles classiques à risque proportionnel de Cox, on va avoir un temps fixe, c'est-à-dire qu'on choisit, le statut de l'exposition, à l'inclusion. C'est d'ailleurs bien ça qui pose problème dans le biais de temps immortel, puisqu'en fait ce statut à l'exposition, on va chercher dans le futur pour l'appliquer à l'inclusion. C'est bien ça le problème. Et donc après, on fait une hypothèse que les risques sont proportionnels au cours du temps et par contre, ça va pas prendre les changements, d'exposition, donc des patients au cours du temps. On va vraiment, se caler que à entre guillemets «à l'intention de traiter», au démarrage. Alors que dans les modèles de Cox dépendants du temps, bon, ça peut permettre d'évaluer des variables qui respectent pas, l'hypothèse des proportionnalités des risques, mais c'est pas ça qui nous intéresse ici. Là, c'est qu'on va pouvoir évaluer le changement d'une variable au cours du suivi, que ça soit l'exposition ou en fait n'importe quel facteur associé, facteur de confusion, qui peuvent nous intéresser, dans les analyses. Et donc en fait, le principe de cette, méthode-là, c'est qu'on va, évaluer en fait l'état de chaque patient à chaque intervalle de temps qu'on va définir dans notre analyse et comparer à ce moment-là, dès qu'il y a la survenue d'un événement, on va pouvoir comparer, l'état du patient à cet instant T avec l'état de tous les autres patients encore à risque à cet instant T et non pas, par rapport à leurs caractéristiques à l'inclusion. Et ce qui permet du coup d'avoir une comparaison vraiment à l'instant de la survenue de l'événement et donc on va compiler toutes ces comparaisons au cours du temps, dans le modèle final qui sera, produit. Et donc ce qui est intéressant dans les modèles dépendants du temps, c'est qu'évidemment donc pour corriger le biais de temps immortel, on va faire varier, l'exposition puisque c'est ça qui nous intéresse, mais aussi on peut faire varier, d'autres facteurs et notamment les facteurs de confusion et ça peut être super intéressant et dans ce type d'analyse. Autre, intérêt de cette méthode-là, c'est qu'on va pouvoir aussi faire différentes modalités de changement. On peut faire des changements uniques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va, avoir la première prescription de tel médicament, on va être considéré comme exposé, jusqu'à la fin du suivi. Ou alors on peut considérer que le patient est exposé uniquement au moment où il est en possession du médicament, quand il a sa prescription et on peut le redevenir à l'état, non exposé une fois qu'on a terminé le traitement, prescrit. Donc c'est vraiment, très important et d'ailleurs c'est, l'importance du pharmacologue à ce niveau-là, dans ces définitions-là, qui vont, apporter, vraiment une cohérence dans les analyses réalisées par la connaissance à la fois des modalités, d'efficacité, donc plutôt des connaissances pharmacodynamiques ou pharmacocinétiques du médicament et aussi de la fonction de risque vis-à-vis de l'événement qu'on souhaite analyser et donc de pouvoir bien déterminer, comment, définir en fait ces modalités de changement. Et du coup, pour vous illustrer un petit peu ça, donc, c'est un exemple très, basique où on va avoir du coup une prescription de médicaments qu'on pourrait qualifier peut-être de chronique, sur cette étude-là, où on va avoir, une première prescription qui va être, renouvelée, 3 fois, et qui correspondra donc à 90 jours de traitement. Après, on arrête le traitement n'est plus prescrit et on le reprend sur une période d'après pour 60 jours.
Et donc on a bien un début d'exposition en fait, qui est pas au début du suivi, réellement de la maladie, et donc on peut avoir déjà un changement unique en fait de l'exposition. Tant qu'on n'est pas exposé, on reste non exposé, et dès qu'on devient exposé au moins une fois, aux médicaments, on le reste pour toute la fin du suivi. Mais on peut faire des changements multiples qui seraient beaucoup plus fins, où du coup là on va, correspondre, stricto sensus en fait aux périodes exposées, liées à la prescription, où on passe du statut non exposé à exposé et au statut, non exposé après. Et après on peut même faire des modèles, où on va essayer de tenir compte d'un cumul de doses, donc on peut le faire de plein de manières différentes. Là, c'était un cumul en jours de traitement reçus, donc on va commencer à 0, traitement reçu, et puis au fur et à mesure qu'on va être exposé, aux médicaments, on va atteindre, par exemple, à la fin des 3 périodes de prescription au début, 90 jours de traitement reçu, qu'on peut faire du coup, redescendre par la suite ou rester, stable et incrémenter au fur et à mesure tout au long du suivi. Et cette exposition cumulée, on peut la transformer en classe, s'il y a un intérêt particulier, si on suspecte, un effet dose en particulier et qu'on pourrait vérifier par la suite. Donc c'est vraiment super intéressant pour la pharmacoépie de pouvoir, affiner ces définitions, d'exposition au cours du suivi. Et du coup, en pratique, en fait, c'est pas forcément très compliqué, à mettre en œuvre. Donc pour ceux qui font, un peu les mains dans le cambouis en SAS ou en R, j'ai essayé de remettre, très rapidement hier, donc j'espère qu'il y a pas d'erreur dans le code que je vous donne. Mais, dans un modèle de Cox classique qu'on va avoir, en fait, on analyse, les patients, ligne à ligne avec, une ligne par patient, et un délai qui est calculé entre le début de suivi et la survenue de l'événement ou la censure. Et on va avoir la définition des variables qui nous intéressent, les facteurs d'exposition, les facteurs de confusion et la survenue de l'événement ou non pour chacun des patients. Alors qu'en fait, dans un modèle de Cox dépendant du temps, en fait, on va travailler, heu, étape par étape, donc pas de temps par pas de temps qu'on va définir. Donc là, je vous ai fait un pas de temps, qui va être le plus fin possible, de jour en jour, où en fait, on va avoir non plus un délai qui sera analysé, mais le pas de temps qui commence, par exemple, pour le patient 1 de 0 à 1, et qui va du coup pour, jusqu'au dernier jour de suivi du patient, à la 120e ligne, et on va pouvoir faire varier ce statut d'exposition, et le statut des facteurs de confusion au fur et à mesure des pas de temps qu'on a calculés. Donc le patient 1, il était exposé dès, l'initiation, donc il va être exposé tout le long du suivi. Il n'avait pas d'événement. Le patient 2, lui, par contre, il était non exposé, à l'inclusion, mais par contre, on voit, qu'il était exposé au 3e jour, de suivi, et donc on va pouvoir faire, modifier, en fait, son statut d'exposition, et donc bien tenir compte qu'il est non exposé tant qu'il n'est pas encore exposé, ce qui permet de corriger le biais de temps immortel, et donc il présente un événement, à la fin, au 115e jour de suivi. Et donc ça, on peut le prendre en compte de manière assez simple en programmation, où au lieu de modéliser le délai, on va modéliser en fait le pas de temps. Et puis après, il y a quelques petits ajustements en fonction de si on est sur SAS ou R pour finir ce modèle. Et donc, je vous propose les 2 codes suivants, mais voilà, c'était juste pour information. Et du coup, ce modèle de survie, dépendant du temps, est-ce qu'il va avoir des limites? Alors, je réfléchissais un peu à ça, hier en finalisant ces diapos, et Hem, je suis pas sûr que ça soit la solution, suffisante dans tous les cas, et je me pose encore la question de l'interprétation, du temps qu'on va avoir entre le diagnostic et le début, d'exposition, et est-ce qu'on peut à chaque fois, considérer que ce délai qui sera, entre le début du suivi, donc de la maladie souvent, et le début de l'exposition, est-ce qu'il sera vraiment, toujours comparable entre, nos patients exposés, non exposés? Si, on est exposé, 3 mois après, la maladie, ou si on est exposé, 2 jours après, c'est peut-être pas la même chose. Il y a peut-être une perte de chance, et il y a peut-être une complexité dans l'interprétation de ces modèles dépendants du temps qu'il faut, toujours aussi un peu, critiquer, je pense. Mais ça sera peut-être la seule limite que j'identifierai. Et donc je terminerai un peu ce topo par ces 4 points, en fait. C'est que dès qu'on va forcément être en étude observationnelle, il va falloir faire attention aux biais, dans tous les cas. Quand on va être dans une cohorte, on va avoir du coup un gros potentiel de faire un biais de temps immortel. Donc il faut faire très, très attention à comment est-ce qu'on va définir notre début du suivi, vis-à-vis, de l'exposition au traitement et de la classification, dans les groupes, et que la solution la plus, efficace, je pense, aujourd'hui, et la plus facile à mettre en œuvre, ça reste le modèle de Cox, dépendant du temps. Donc je vous remercie pour cette pour votre attention. Là, je crois que j'avais mis des
des articles de référence sur le sujet et notamment les articles de Suissa et de Jean-Luc dans Thérapie. Donc je vous remercie pour votre attention et nous sommes avec Sybille disponibles pour répondre à vos questions. Merci Sybille et Julien. Donc il y a déjà une question dans le chat alors c'est une question pour toi Julien. C'est si nous nous rendons compte d'un biais de temps immortel, comment le corriger dans la présentation des résultats? Je ne sais pas si la personne qui a posé la question souhaite préciser à l'oral ou n'hésitez pas. Comment le corriger dans la présentation des résultats? Bah, si on refait pas d'analyse, je pense que c'est compliqué à corriger. Donc en fait, ce serait pas une correction. Ça nous est déjà arrivé sur, des analyses qui seraient plus descriptives, où en fait on fait pas forcément de comparaison. Si on a une comparaison, pour moi, il faut refaire l'analyse avec un modèle dépendant du temps si ça n'a pas été, fait au départ et si on a encore toutes les données pour pouvoir répondre à la question. Mais si par exemple c'est descriptif et qu'on veut montrer, justement comment, sont exposés les patients, dans telle situation, là c'est important de décrire justement cette période de temps entre guillemets, «immortel» en fait, le temps entre le diagnostic et l'exposition pour montrer qu'en fait les estimations qu'on va produire sont pas forcément très précises, mais comme il y a pas de comparaison, ça peut être moins qualifié de biais quand même. Donc je sais pas si Merci. je réponds bien Ouais, à je la pense question. qu'effectivement, la question sous-jacente, enfin, telle que je l'ai compris, c'est si on ne l'avait pas anticipé au moment du design de l'étude et qu'on identifie au moment de l'analyse. Et donc, ce que tu préconises, c'est de refaire les analyses à ce moment-là. Mmh. Une autre question de Michel Cuchera. Est-ce que l'émulation d'un essai cible aurait un intérêt sur ce point? Alors je suis Michel, pas est-ce que tu souhaites préciser ta question? Oui, non, c'était simplement là, on a bien discuté. Merci pour ces deux présentations, hein. On a bien discuté comment le prendre en compte dans l'analyse, ce temps d'immortalité. La question qui commence à être débattue, hein, vu que c'est très difficile de trouver le T0 dans le groupe contrôle, c'est est-ce qu'on n'aurait pas aussi une approche qui reviendrait à prévenir d'avoir des données qui sont sujettes à un temps d'immortalité, en particulier avec l'émulation d'un essai cible, c'est-à-dire d'essayer de voir, d'utiliser que des jeux de données dans lesquels on a la décision de partir dans une voie thérapeutique ou l'autre, dans lequel on a une très bonne explicitation du T0 dans les deux groupes et de ne faire ensuite, quand on a un problème, que des analyses finalement en ITT dans ce jeu de données et d'abandonner les jeux de données dans lesquels on ne peut pas trouver le T0 de façon fiable dans le groupe contrôle. Voilà. oui, Alors, c'est pas une solution très, très simple parce qu'on passe de jeux de données pour répondre aux questions, mais voilà, l'idée c'était de discuter un peu prévention plutôt qu'analyse. oui, tout à fait. Je pense que ça répondrait bien, aussi à la question où en fait on serait pas sur une réutilisation de données, vraiment, récoltées, sans aucun, Mm. enfin sans aucune, intention d'analyse sur la thématique, mais effectivement sur un essai clinique, peut-être plus pragmatique ou alors un essai clinique sur registre ou alors des situations comme ça. Effectivement, si on connaît très bien le T0, je pense que ça répondrait, enfin ça éviterait Mm. en tout cas bien cette partie-là, qui est biais qui est totalement inexistant souvent dans les essais cliniques quand même, Ouais. Et, forcément. et, Donc c'est et si je peux me permettre, il y a aussi un message à faire passer aux gestionnaires de données, aux gestionnaires de registres, aux gestionnaires de cohortes, c'est de penser à ce T0. Un exemple tout simple, c'est les carticelles où on définit l'exposition par l'injection. Mais l'injection survient plusieurs semaines après la décision de traiter les patients, parce qu'il faut prélever, il faut traiter, etc., et injecter. Les patients peuvent décéder, passer dans l'autre groupe. Mais si on a la RCP, la décision de la RCP dans le fichier, eh bien là, on est en intention de traiter sur cette décision de RCP et on mime exactement un essai randomisé. tout à fait, ouais. Ça fait une belle transition, Michel, un bon teasing pour ce qui nous attend au congrès de Limoges, puisqu'il me semble qu'on va parler un petit peu de ça lors de la session du groupe Méthodo. Alors, il y a deux autres questions. Il y a une question de Solène Laville et une question du CRPV de Grenoble. Je vais commencer par lire la question de Solène qui nous dit: j'ai lu des articles dans lesquels ils censuraient les données à l'arrêt ou au switch d'exposition. Quels sont les biais qu'on pourrait identifier dans ce type d'analyse? Alors du coup,
pour répondre par la négation, ça sera pas un biais de temps immortel pour moi. Parce que du coup, si c'est censuré, enfin à condition que ce soit bien fait au départ, mais là du coup c'est, une censure, après l'exposition ou après, une situation, qu'il considère comme, faisant, changer de statut et donc plus analysable. Effectivement, j'ai déjà vu des études comme ça. Hem Ça dépend réellement de la question qui est analysée, en fait. Enfin, je sais pas s'il y avait un exemple en particulier ou une question, en particulier qui pourrait aider à trouver d'autres biais, mais c'est sûr que pour moi, c'est pas du biais de temps immortel. Parce que là, c'est en fait, on va perdre de l'information sur, l'exposition et du coup, on va peut-être se retrouver dans une situation où on a des groupes peut-être trop, heu, hem et exposés de manière stricte en fait à une situation et du coup on serait moins représentatif déjà de l'observationnel, ouais. Ok, merci Julien. Alors, le CRPV de Grenoble, Oui, c'est Jean-Luc? c'est bon. Pour te poser une question, Julien, dans le modèle de Cox dépendant du temps, comment choisis-tu ton pas temporel? Et en particulier, est-ce que tu vas l'adapter à la PK de ton médicament d'intérêt? Ouais, c'est une très bonne question. Je suis pas sûr d'avoir la meilleure réponse d'ailleurs. Mais, on essaye déjà, de l'adapter aux données, qu'on peut avoir. Hem, J'avais, du coup, quand j'avais commencé de travailler sur cette thématique-là, c'est quand j'étais aux Pays-Bas et du coup, ils étaient assez impressionnés aux Pays-Bas de la finesse qu'on pouvait avoir dans les données d'assurance maladie et donc du coup, on avait choisi de faire un pas de temps qui était le plus fin possible avec les données. Donc c'était plus adapté en fait aux données plutôt à la pharmacologie. Mais par contre, il y a des situations où j'imagine qu'on peut faire encore plus fin si ça le nécessite, notamment d'un point de vue, pharmacocinétique. Et après, si on a des données, très peu précises avec des suivis qui sont par exemple, trimestriels ou, annuels, d'informations comme on peut avoir dans des cohortes, bah, forcément on va définir nos pas de temps, par rapport à cette récolte d'informations. Et dans les situations, par exemple, typiquement les anticorps monoclonaux, où finalement tu as une discordance entre l'exposition aux médicaments et la prise du médicament, Mmh. comment tu le gères? Bah, tu peux en fait, c'est que, c'est à nous de définir en fait, les règles de Tu définition choisis- de l'exposition. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on utilise le médicament qu'on va être considéré comme exposé et c'est à nous de dire, à partir de par exemple pour les statines, quand j'avais travaillé sur l'infarctus, on avait considéré que, à partir enfin avant 6 mois de traitement, on pouvait pas forcément identifier un impact, vraiment sur la prévention secondaire des récidives d'infarctus et que du coup, on considérait qu'il fallait être exposé au minimum 6 mois. Enfin, il fallait utiliser au minimum 6 mois le médicament pour être considéré comme exposé et qu'on avait pu regarder justement l'impact de ça, sur, la récidive D'accord. Donc, et ça veut donc dire que, c'est vraiment les données pharmaco qui alimentent en fait cette définition, quoi. donc, ça veut dire que, par exemple, pour un anticorps monoclonal, tu peux dire que tu es exposé jusqu'à, par exemple, 3 semaines après l'injection. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a Merci. quelqu'un que vous connaissez bien qui a levé la main également. Antoine, Pariante à Bordeaux. Oui, bonjour et pardon parce que Ah, on t'entend plus Antoine. Moi, tu es pardonné. Julien, c'est pas du tout préparé, mais comme c'est ma référence absolue dans les analyses dépendantes du temps, je lui pose en live, hein, pardon Julien. Et je me demandais en voyant le début de la présentation si finalement la question du biais de temps immortel, c'était pas comme un problème d'événements compétitifs poussés à l'extrême. Tu vois, il y a un événement qui peut survenir dans un groupe et puis dans une moindre mesure dans l'autre. Et là, c'est carrément, il peut survenir dans un groupe et pas du tout dans l'autre. Et comment ça se rejoignait, si même ça pouvait trouver le même type de solution en termes de modèle. Merci Antoine. Je suis désolé, Heu, si j'avais les idées plus vite, ça ouais. m'empêcherait de faire ça. Ouais, ouais, est-ce que ça peut être un en fait, c'est pas forcément un biais de compétition en tant que tel, parce que du coup, c'est pas un événement, c'est vraiment vis-à-vis de ton statut d'exposition. C'est pas ton événement qui va t'empêcher c'est pas un événement en particulier qui va t'empêcher la survenue de l'événement que tu identifies.
c'est un peu pareil, mais comme c'est sur le statut d'exposition en lui-même, c'est que tes groupes, ils sont mal Ouais, tu as raison. classifiés de toute façon. Donc je suis pas sûr que tu puisses le corriger, par une méthode d'incidence cumulée ou de choses comme ça, parce que de toute façon, tu t'empêches de les voir par définition avec ta sélection des groupes Ouais, exposés. complètement, complètement. Merci beaucoup. Merci. Merci Antoine pour cette question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je fais un petit tour du côté du chat. Je n'en vois pas. Il y avait, Solène qui Ah, précisait, Solène a été. Ouais. Je alors, te laisse lire du coup, Julien, ouais. si tu laisses mieux. Merci. À une question de Thomas qui est technique, celle-là je peux répondre. Donc la réponse c'est c'est oui, l'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube de la SFPT. Je parle sous le contrôle de Vincent, mais normalement ça devrait être possible de mettre en ligne. J'ai eu l'autorisation bien sûr des orateurs pour ça. Et pour, répondre à Solène, effectivement, en fait, il faut quand même choisir, les facteurs d'ajustement. Alors, on a une grande liberté dans ce qu'on peut faire, varier, mais tous n'ont pas un intérêt, particulier. Je pense à des maladies comme le diabète ou des conditions, très chroniques comme ça où en fait, s'il est présent à l'inclusion, il est présent pendant tout le suivi. On n'a pas besoin de faire des choses très fines, et des fois juste des facteurs de confusion, identifiés à l'inclusion permettent de le prendre en compte et qu'on n'est pas obligé de les faire varier au cours du suivi, dans l'étude et pour l'écomédication, c'est un peu le même principe, si effectivement on veut tenir compte de toutes les comédications possibles, qu'on peut identifier dans les données auxquelles on a accès, ça peut être vite, très, très lourd et à ce moment-là, il va falloir vraiment choisir, les comédications qui seraient des vrais, facteurs de confusion, dans le modèle et voir s'il y a un intérêt à ce qu'il soit, changeant, au cours du temps, en faisant un DAG, pour pouvoir choisir justement, comme il faut ces critères-là et ne pas rajouter justement en plus de biais de collision, dans les modèles dépendants du temps qui est une autre question. Alors, une dernière question de Solène. A-t-on des scores de propension mis à jour au cours du temps? J'ai pas vu ce type de non, j'ai pas vu ce type de méthode encore. Il y a l'IPTW qui est utilisé, mais le score de propension en lui-même en général, quand on veut faire du score de propension, qui dépend du temps, on va se tourner sur la méthode de l'IPTW, qui est une des variantes. Ouais et donc l'IPTW, il est vraiment justement réellement conçu pour, prendre en compte les changements au cours du temps, et donc réestimer en fait, à chaque, changement de de statut d'exposition, le score de propension. En gros. Donc ça pour le coup, il y a pas mal de biblios et notamment l'équipe de Olaf Klungel, à Utrecht, aux Pays-Bas, qui a beaucoup travaillé sur ces méthodes-là et Harvard aussi, l'équipe d'OP. Ouais, tout à fait. Solène qui complète. Merci beaucoup à tous les deux. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en profite pour faire un peu de pub pour notre future rentrée de la méthodologie qui se déroulera à Lyon le 6 septembre 2023 avec deux grands thèmes cette année, les essais adaptatifs et les essais à l'ère de la médecine personnalisée. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, tout est en ligne. Et je remercie beaucoup encore une fois nos collègues bordelais d'avoir accepté de participer à ce webinaire et je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Merci à journée vous, à bonne tous. journée.